Mes parents m'ont fait travailler chez McDonald's pendant qu'ils payaient les études de ma sœur chérie, mais j'ai trouvé ces documents, et maintenant ma mère est devenue toute pâle. Il m'est arrivé quelque chose récemment avec ma famille, et j'ai besoin d'en parler, de vider mon sac. Ma situation familiale a toujours été compliquée, mais ce que je m'apprête à partager a tout empiré. Je cherche des gens qui pourraient lire mon histoire et peut-être me donner des conseils ou un point de vue. En grandissant, je ne dirais pas que ma famille était riche, mais on vivait plutôt confortablement. Mes parents avaient des emplois stables, étaient propriétaires de leur maison, et semblaient gérer leurs dépenses sans difficulté, ce qui est mieux que beaucoup de familles. De l'extérieur, tout semblait parfait. Mais à l'intérieur, c'était une autre histoire. J'ai une sœur cadette, ce qu'on appelle l'enfant doré. C'était elle qui recevait tous les éloges, celle pour qui mes parents se pliaient en quatre, celle qui semblait ne jamais faire d'erreur. Ma relation avec mes parents était différente. Ce n'était pas de la négligence totale, mais même enfant, je sentais bien qu'ils avaient une préférence. Arrivé au lycée, j'ai compris que je devais réfléchir à mon avenir. Je ne m'attendais pas à ce que mes parents paient toute ma scolarité universitaire, mais j'espérais qu'ils voudraient au moins m'aider un peu. J'ai donc élaboré un plan, postulé à des bourses pour couvrir la majorité des frais, et travaillé à temps partiel pour contribuer. Toute aide de mes parents, je la considérais comme un prêt que je leur rembourserais après l'obtention de mon diplôme. Ça me semblait équitable. Mais quand j'en ai parlé avec eux, ils ont immédiatement refusé. Ils ont dit qu'ils ne mettraient pas un centime dans mes études. Mon père m'a dit clairement que si je voulais quelque chose, je devais le mériter. Il m'a conseillé de trouver un emploi chez McDonald's tout de suite pour commencer à épargner. Au début, je pensais qu'ils n'avaient pas compris que je ne demandais qu'un petit coup de pouce, sous forme de prêt, donc j'ai ramené le sujet quelques semaines plus tard. Je leur ai même montré les bourses auxquelles je comptais postuler et expliqué comment les frais restants pourraient être gérables avec un peu d'aide de leur part. Mais ils avaient bien compris. Ma mère m'a dit quelque chose comme « tu rêves trop grand » et m'a conseillé d'être plus réaliste. Mon père a dit que l'université, ce n'était pas pour tout le monde, et m'a suggéré d'envisager un métier manuel ou un travail à plein temps après le lycée. Ce n'est pas qu'on était en difficulté financière, il ne voyait tout simplement aucune raison d'investir en moi. Pendant ce temps, ma sœur, qui n'a qu'1 an de moins que moi, recevait un traitement totalement différent. Mes parents ont payé ses cours de danse, lui ont offert une voiture pour ses 16 ans, et lui donnaient même de l'argent de poche simplement pour rester à jour dans ses devoirs. Moi, je n'avais rien de tout ça et je devais faire des petits boulots chez les voisins pour avoir un peu d'argent. J'ai donc suivi le conseil de mon père et trouvé un emploi à temps partiel chez McDonald's. Ce n'était pas prestigieux, mais c'était un début. Je travaillais le soir et les week-ends tout en étudiant, essayant d'économiser autant que possible. Ce n'était pas suffisant pour financer l'université, mais je me disais que c'était un travail honnête. Et puis, ça m'apprenait la valeur du travail. Les choses avec ma famille ont empiré après l'obtention de mon diplôme. Mes parents m'ont dit que je pouvais rester à la maison, mais seulement si je payais un loyer. Ce n'était pas un montant énorme, mais c'était comme une gifle, vu tout ce qu'ils faisaient encore pour ma sœur. À ce moment-là, elle allait bientôt terminer le lycée, et il était évident que mes parents avaient planifié son avenir universitaire depuis longtemps. Ils parlaient ouvertement de ses candidatures, l'accompagnaient dans les visites de campus, et ont même organisé une grande fête quand elle a été acceptée dans une université privée. Et là, c'est le coup de grâce, alors que je m'étais tué à la tâche pour un rêve qu'ils n'ont jamais soutenu, ils avaient en secret économisé pour financer entièrement les études de ma sœur. Ils ont payé ses frais de scolarité, ses livres, son logement, tout. Un moment qui m'a particulièrement marqué, c'est quand ma voiture est tombée en panne. J'en avais besoin pour aller travailler, mais la facture de réparation était trop élevée pour moi. J'ai demandé de l'aide à mes parents, en espérant qu'ils me prêteraient un peu d'argent ou qu'ils me laisseraient ne pas payer le loyer ce mois-là, mais ils m'ont dit qu'ils ne pouvaient rien me donner parce qu'ils venaient d'envoyer de l'argent supplémentaire à ma sœur pour ses dépenses. J'ai dû contracter un prêt, ce qui m'a mis dans la dette pendant plusieurs mois. Le ressentiment me rongeait, mais j'ai continué à économiser. Après quelques années, j'ai enfin eu assez d'argent pour déménager. J'ai commencé à chercher un appartement et j'en ai trouvé un petit que je pouvais me permettre seul. Quand j'ai annoncé à mes parents que je partais, ça ne leur a pas vraiment fait d'effet. Ma mère m'a juste rappelé de bien prendre toutes mes affaires, et c'est là que tout a changé. En faisant mes cartons, j'ai trouvé une boîte au fond d'un placard dans une pièce que personne n'utilisait. Elle était pleine de vieux documents, et par curiosité, j'ai commencé à les parcourir. En feuilletant les papiers, je suis tombé sur un relevé d'un compte épargne-études à mon nom. Le solde sur le relevé était de près de 60 000 $. Au début, j'ai cru à une erreur. Mes parents avaient toujours dit qu'il n'y avait pas d'argent pour mes études, mais là, il y avait ce compte, à mon nom, et il n'était pas vide. Puis j'ai regardé l'historique des retraits. Le compte avait été vidé entièrement à peu près au moment où ma sœur avait commencé l'université. J'ai eu la nausée. Pas besoin d'être un génie pour comprendre. À un moment donné, mes parents avaient économisé cet argent pour moi, mais quand le moment est venu, ils ont décidé que l'avenir de ma sœur comptait davantage. J'ai immédiatement confronté ma mère.
Son visage est devenu livide en voyant le relevé dans mes mains. Elle a essayé de se justifier, disant qu'ils avaient dû utiliser l'argent pour les dépenses de la maison, mais les dates ne collaient pas. Il était évident qu'ils avaient utilisé l'argent pour payer les études de ma sœur. Je ne suis pas resté pour écouter d'autres excuses. J'ai terminé mes cartons et je suis parti le soir même. Depuis, j'en ai parlé à quelques amis pour savoir ce que je devrais faire. Certains pensent que je devrais engager des poursuites, car le compte était techniquement à mon nom, mais je ne sais pas si ça en vaut la peine. Une partie de moi veut juste passer à autre chose. Mais une autre partie de moi pense que je mérite justice pour la façon dont on m'a traité. Même aujourd'hui, je n'arrive pas à croire qu'ils aient été prêts à me sacrifier pour donner un avantage à ma sœur. Je ne sais pas si je pourrai un jour leur pardonner. Est-ce que vous avez des conseils ou des suggestions sur ce que je devrais faire maintenant? Mise à jour 1. Quelques jours se sont écoulés depuis mon premier message, et j'ai eu le temps de me calmer et de réfléchir. Avant tout, merci à tous ceux qui ont pris le temps de commenter et de me donner des conseils. La grande majorité des commentaires m'ont suggéré de consulter un avocat et que ce ne serait pas une mauvaise chose, au minimum, d'obtenir un avis professionnel. Et plus j'y réfléchissais, plus je me rendais compte qu'il me fallait au moins savoir où j'en étais sur le plan juridique. S'ils avaient vraiment vidé ce compte sans mon autorisation, j'avais le droit de savoir s'il y avait quelque chose que je pouvais faire. Franchement, je n'en avais aucune idée. Il ne m'a fallu que quelques heures de recherche pour trouver des avocats dans ma région, et j'ai finalement trouvé quelqu'un spécialisé en droit de la famille. J'ai appelé le cabinet, et expliqué les grandes lignes de ma situation, et ils m'ont proposé une consultation gratuite. Gratuite est le plus beau mot qu'on puisse entendre dans un moment comme celui-là. Je me suis donc rendu à leur bureau le jour du rendez-vous, avec le relevé bancaire dans mon sac, c'était ma seule preuve. J'ai beaucoup apprécié l'avocat car il était patient et très professionnel pendant que je lui expliquais toute l'histoire. Je lui ai tout raconté, le traitement inégal de la part de mes parents, mon emploi à temps partiel chez McDonald's, comment ils avaient refusé de m'aider pour l'université alors que j'avais proposé de les rembourser, et comment j'avais découvert le compte des années plus tard. En gros, j'aurais pu simplement imprimer mon premier message et lui faire lire. Il a regardé le relevé et m'a dit qu'il était possible que j'aie une affaire, surtout si le compte était légalement à mon nom et que mes parents avaient retiré l'argent sans mon consentement. Ce que j'ai le plus apprécié, c'est qu'il ne m'a pas vendu ça comme une victoire assurée. Il m'a expliqué que prouver une utilisation non autorisée des fonds pouvait être compliqué, surtout si mes parents tentaient de dire qu'ils avaient utilisé l'argent pour des dépenses familiales ou pour mon bien. Même si je gagnais le procès, rien ne garantissait que je récupérais l'argent, car il se pourrait que mes parents ne l'aient plus du tout. Et puis, il y avait le coût, les batailles juridiques ne sont pas données, et je devais réfléchir à si cela valait le temps, l'argent et l'énergie émotionnelle que cela demanderait. Je suis sorti du rendez-vous avec des sentiments partagés. D'un côté, j'étais content d'avoir pris cette initiative et obtenu des informations sur mes options. De l'autre, l'idée de m'engager dans une procédure qui pourrait durer des mois, voire des années, me semblait écrasante. Je n'ai pas encore décidé si je vais poursuivre en justice, mais j'ai le temps d'y réfléchir. En attendant, je me concentre sur mon installation et l'organisation de ma vie. Je viens de m'installer seul, et c'est déjà un défi en soi. L'argent est serré, mais je m'en sors. Pour rendre les choses un peu plus faciles, j'ai récemment décroché un autre emploi à temps partiel. Ce n'est pas le métier de mes rêves, mais il est flexible, et le salaire est suffisant pour couvrir mes besoins essentiels. Entre ça et mes horaires chez McDonald's, mon emploi du temps est très chargé, ce qui, en un sens, m'aide. Être occupé m'évite de trop penser à tout ce qui s'est passé, et chaque centime que je gagne me rapproche d'une vie stable. Je pense aussi à l'université. Même si mes projets ont été déraillés à l'époque, ce rêve n'a jamais disparu. Après tout ce que j'ai découvert concernant le compte, j'ai compris que je ne pouvais pas laisser les décisions de mes parents définir mon avenir. S'ils ne voulaient pas investir en moi, alors je le ferai moi-même. J'ai commencé à me renseigner sur les options pour reprendre les études à temps partiel. Je sais que ce ne sera pas facile, surtout avec le travail et mes obligations financières, mais je n'ai pas vraiment d'autre choix. J'ai passé une nuit entière à regarder les programmes des collèges communautaires locaux et les cours en ligne. Il y a beaucoup à prendre en compte, comment le financer, si je pourrais gérer ça avec mes emplois, et si j'aurais même le temps de faire les devoirs, mais c'est ça, la vie. Je regarde aussi les aides financières et les bourses, bien que cela implique des complications liées à mes parents. Je ne leur ai pas parlé depuis mon départ. Ils savent que je sais, mais je ne veux pas les confronter à nouveau à tout ça, car je sais qu'ils ne me rendront jamais l'argent. Je les connais assez bien pour savoir qu'ils ne feraient jamais ça. Pour l'instant, mieux vaut garder l'option du procès discrète, comme ça, si je le fais, ce sera une surprise. Je ne pense pas qu'ils s'attendent à ce que je fasse quoi que ce soit, et c'est ce qui me motive le plus à tout sacrifier pour les poursuivre. Quelque chose de curieux s'est produit récemment, j'ai reçu un texto de ma sœur. C'était court et vague, un truc du genre « Tu me manques, j'espère que tu vas bien ». Je n'ai pas répondu. Je ne sais pas pourquoi elle m'a écrit, peut-être à cause de ce que j'ai découvert. Elle ne m'envoie pratiquement jamais de messages, donc c'est très étrange.
Pour l'instant, je veux juste me concentrer sur le positif, avoir un toit sur la tête, un plan pour avancer, et mon indépendance totale. Mise à jour 2. Après avoir repris contact avec l'avocat pour clarifier certains points, j'ai décidé d'envoyer une lettre officielle à mes parents pour leur demander de me rembourser l'argent. Je n'ai jamais été du genre à aimer la confrontation, donc c'était un grand pas en dehors de ma zone de confort, mais mon avocat a rendu les choses gérables. Il m'a aidé à rédiger une lettre professionnelle, directe, et sans ambiguïté. C'est notre première étape, et s'ils ne réagissent pas, nous engagerons une procédure judiciaire. Nous avons tout inclus, les détails du compte, les retraits, et une demande claire de remboursement. Une fois la lettre prête, je l'ai envoyée et je me suis préparé à leur réaction. Je pensais qu'ils allaient simplement l'ignorer, croyant que c'était une blague venant de moi. Cela aurait été typique, vu comment ils m'ont toujours traité. Mais à ma grande surprise, mon père m'a appelé le lendemain, donc ça a eu un certain effet sur eux. Dès la première seconde, il était furieux. On peut dire qu'il a pris la lettre très au sérieux. Il m'a accusé d'être ingrat, apparemment, c'est son mot préféré ces derniers temps. Il s'est lancé dans une tirade pour se défendre, disant qu'ils avaient fait de leur mieux pour moi et que je ne reconnaissais rien. Si vous vous posez la question, oui, mon père essayait de me faire passer pour le méchant simplement parce que je demandais à récupérer mon propre argent. Pas une once de remords, même pas un petit aveu, juste de la colère et des excuses bidons. Dans sa colère, il a bien montré qu'il ne comptait pas assumer quoi que ce soit. Mon premier réflexe a été de répondre avec la même énergie ou de me défendre, mais je me suis rappelé qu'argumenter avec lui ne mènerait à rien. J'ai passé des années à apprendre à rester calme dans ce genre de situation, et cette fois, ça a payé. Je l'ai laissé parler, et quand il a eu fini, j'ai simplement dit, il ne s'agit pas de gratitude ou de reproche. Il s'agit de ce qui est juste et équitable. Mais ce dernier mot, équitable, n'est pas un mot que mon père aime, surtout quand il s'applique à lui. Il a recommencé à crier, cette fois en m'insultant carrément comme si je n'étais même pas son enfant. Honnêtement, je pense qu'il serait plus aimable avec un inconnu. Il essayait de m'intimider, espérant que je laisserais tomber toute l'affaire et que tout redeviendrait comme avant. Eh bien, il était trop tard pour ça. Et s'il espérait me faire flancher, il ne faisait que renforcer ma détermination. Finalement, il m'a raccroché au nez. Plus tard dans la soirée, j'ai reçu un texto de ma mère. Elle m'a demandé si on pouvait se voir en personne pour parler. Au moins, elle semblait plus ouverte à la discussion et même un peu pleine de remords. Ça m'a surpris, car d'habitude, c'est la dernière à admettre qu'elle a tort. J'ai pensé à l'ignorer, mais mon avocat m'a dit que je pourrais avoir besoin de plus de preuves pour un procès, alors j'ai répondu oui, et nous avons convenu de nous retrouver dans un café le lendemain après-midi. Avant que vous demandiez, non, mon père ne m'a fourni aucune preuve, à moins que les insultes ne comptent. Quand ma mère est arrivée, elle avait l'air plus stressée que je ne l'avais jamais vue. Elle tremblait en tenant son café, donc je savais que c'était dur pour elle. Pourtant, je n'ai pas eu pitié. Si elle en était là, c'était à cause de ses propres actes, pour ce qu'elle m'avait fait. Elle a immédiatement admis qu'ils avaient utilisé mon fonds universitaire pour ma sœur. Selon elle, ils n'avaient pas le choix, car ils ne voulaient pas que ma sœur soit accablée par des prêts étudiants. Elle n'arrêtait pas de parler de combien il leur avait été difficile de prendre cette décision, de comment ils avaient dû abandonner un enfant pour assurer l'avenir de l'autre. Et puis est venue la manipulation émotionnelle. Elle a dit que j'étais en train de détruire la famille en essayant de récupérer cet argent, que j'étais injuste envers ma sœur, et que je devais comprendre la situation difficile, que ce n'était pas une blague. Je l'ai laissé parler tout en enregistrant la conversation. Je ne savais pas si cela servirait de preuve, mais au moins, cela m'apportait une certaine forme de clôture. Quand elle a enfin terminé et m'a regardé en attendant une réponse, en espérant que je dise que j'allais laisser tomber, je lui ai dit que ce n'était pas quelque chose que je pouvais simplement oublier. Ils avaient une responsabilité envers moi, tout comme envers ma sœur, et ils m'avaient trahi. Je lui ai dit que je n'allais pas abandonner, et que s'ils ne pouvaient pas me rembourser l'argent, j'engagerais une action en justice. Le reste de la conversation a été tendu. Elle a tenté à plusieurs reprises de me convaincre d'abandonner, en utilisant toutes les excuses possibles. Je ne vais pas vous ennuyer avec les détails, aucune n'était convaincante ou digne d'être répétée. Finalement, elle est partie en disant qu'elle devait en parler à mon père avant de me donner une réponse. C'était déjà quelque chose, il y avait une chance que je récupère l'argent. Dans les jours qui ont suivi, ma sœur a commencé à m'envoyer des messages. Ces textos étaient destinés à me faire culpabiliser, affirmant que, par ma faute, elle risquait de perdre sa chance de faire des études. Que j'étais un mauvais frère simplement parce que je n'avais pas eu l'occasion d'aller à l'université, alors qu'elle, si. Et elle a essayé de défendre nos parents. C'est normal, quand on t'a tout donné, tes parents sont les meilleurs du monde. Mais quand on t'a obligé à travailler juste pour acheter les fournitures scolaires de base, et que maintenant tu demandes à récupérer ton propre argent, soudain tu deviens le méchant. Ces messages étaient remplis de phrases du genre « Ce sont tes parents aussi, comment peux-tu leur faire ça ?» Peu importe ce que je répondais, elle ne semblait pas comprendre ou n'avait aucune intention de comprendre. Si je ne disais pas que j'allais abandonner, elle n'était pas satisfaite.
Son dernier message disait que j'étais égoïste. Je suis épuisé par tout ça, et c'est pour cette raison que j'ai douté de l'intérêt d'engager une procédure judiciaire contre mes parents. Mais à chaque interaction avec eux, ou avec ma sœur, c'est comme s'ils me donnaient encore plus de raisons d'aller jusqu'au bout. Je suis toujours en contact avec mon avocat, car je veux savoir quoi faire si mes parents continuent à refuser de me rembourser. Il m'a déjà expliqué à quoi pourrait ressembler un éventuel procès. Je vois bien que ce ne sera facile dans aucun cas, mais savoir qu'il y a une réelle possibilité de les tenir responsables me motive. Mais récemment, juste avant d'écrire cette mise à jour, il s'est passé quelque chose. De manière totalement inattendue, mon père m'a envoyé un email. Il était long et rempli d'excuses dont je ne parlerai pas ici, car c'était encore et toujours la même chose. Mais à la fin, il mentionnait qu'il pourrait être prêt à rembourser une partie de l'argent par mensualité, si j'abandonnais toute action judiciaire. Eh bien, c'était le premier signe qu'ils étaient prêts à céder un peu. Certes, ça semblait être une tentative à moitié sincère, mais c'était plus que ce à quoi je m'attendais. J'ai transféré le message à mon avocat et lui ai demandé son avis. Sa réponse était claire, un remboursement partiel n'était pas suffisant. Il m'a aussi dit que s'ils étaient prêts à négocier juste après une seule lettre, c'est qu'ils avaient peur de ce qui pouvait arriver. Il m'a suggéré de rédiger une nouvelle lettre avec des conditions précises de remboursement, incluant un calendrier et des montants exacts. Eux voulaient envoyer de petites sommes chaque mois, mais moi je veux, et j'ai besoin, de versements plus importants, car cela me permettrait de quitter un de mes emplois à temps partiel et de consacrer ce temps à mes études. Maintenant, il ne reste plus qu'à écrire cette nouvelle lettre et voir comment ils réagissent. Les conditions sont loin de ce qu'ils ont proposé, mais nous verrons jusqu'où ils sont prêts à aller. Mise à jour 3. Mes parents n'ont pas voulu accepter les conditions de ma dernière lettre, donc me revoilà avec une autre mise à jour, sauf que cette fois, mon avocat et moi avons pris une voie différente. Mon avocat, tout comme moi, était déterminé à faire en sorte que mes parents paient pour chaque acte d'irresponsabilité, et cela nous a mené à découvrir des choses encore plus intéressantes sur mon père et son niveau de favoritisme. Dans le cadre de la collecte de preuves, mon avocat a demandé des relevés de comptes plus détaillés afin que nous puissions établir une chronologie complète des retraits et dépenses liés au fonds universitaire. Quand les documents sont arrivés, j'ai remarqué quelque chose d'étrange, il y avait une section indiquant l'origine des fonds. Ce n'était pas de l'argent que mes parents avaient économisé pour moi, c'était un héritage de mes grands-parents. Je n'ai jamais su grand-chose sur eux, car ils sont tous deux décédés quand j'étais très jeune. Mes parents en parlaient rarement, mais ils avaient laissé cet argent spécifiquement pour que je puisse faire des études. Est-ce qu'ils savaient déjà que mes parents n'allaient pas m'aider à ce sujet? Je ne pourrais jamais leur poser la question. Avec cette nouvelle information, ma colère n'a fait que grandir. Mon avocat m'a dit que cela renforçait considérablement mon dossier, surtout puisque le compte était explicitement désigné pour mes études. Nous avons continué à analyser, avec mon avocat, comment l'argent avait été utilisé, afin de retracer où tout était passé. Un des gros retraits correspondait presque exactement au moment où ma sœur a commencé l'université, frais de scolarité, livres, logement, tout, mais il y en avait beaucoup d'autres. Sur plusieurs années, mes parents ont effectué une série de retraits pour ce qu'on ne peut qualifier que de dépenses de luxe. Le plus gros, un SUV flambant neuf, acheté juste après que ma sœur ait fini le lycée. Et ce n'était pas juste le SUV. Il y avait d'autres dépenses plus petites mais tout aussi inutiles, vacances, rénovation de la maison, et même une série de soins spa dont ma mère m'avait déjà parlé un jour en passant. Tout était là, noir sur blanc. Un retrait important correspondait exactement à la date de la fête des 16 ans de ma sœur, location de salle, traiteur, décoration. Ensuite, il y avait l'ordinateur portable qu'elle a reçu pour son anniversaire, les cours particuliers coûteux pour ses loisirs, et même ce qui semble être un fonds pour des programmes d'études à l'étranger. J'ai parlé à mes parents après avoir analysé toutes ces nouvelles informations, et leurs réponses ne m'ont pas déçu cette fois, car je m'attendais exactement à ça. Mon père a affirmé qu'ils avaient utilisé l'argent pour la famille, et que c'était une bonne utilisation des fonds. Ma mère a essayé de justifier l'achat du SUV en disant qu'ils avaient besoin d'un véhicule fiable pour conduire ma sœur. Elle a même eu l'audace de suggérer que certaines rénovations de la maison étaient pour moi, alors que ma chambre n'a jamais été touchée. Mais à ce stade, les excuses ne comptaient plus. S'ils voulaient éviter un procès, ils allaient devoir commencer à prendre les choses au sérieux. Cet avertissement semblait enfin avoir un effet, car quelques jours plus tard, ils sont revenus avec une proposition, un plan de remboursement. Ils ne pouvaient pas rendre tout l'argent d'un coup, mais ils ont accepté de faire des versements mensuels jusqu'à remboursement total de la somme. Mais même là, cela ne me convenait pas. Je pourrais leur faire signer un document rédigé par mon avocat, les engageant à me payer cette somme, mais deux problèmes se posent. D'abord, les paiements restent faibles, il faudrait des années. J'ai fait le calcul, et cela prendrait 7 ans. Ce paiement mensuel ne m'aiderait pas à payer mes études, et si j'ai déjà attendu aussi longtemps, je peux attendre encore un peu pour les poursuivre en justice. Ensuite, après avoir découvert tout ça, je n'ai pas envie de leur donner une chance de s'en sortir aussi facilement. Je veux dire, ils ont utilisé mon argent et maintenant ils veulent le rembourser comme s'il s'agissait d'un prêt sans intérêt.
Je n'ai peut-être pas de diplôme universitaire, mais je sais que l'argent aujourd'hui vaut plus qu'il y a 10 ans. Pas seulement à cause des intérêts, mais à cause du temps perdu à ne pas étudier. Je devrais être en train de finir mes études et chercher un emploi mieux rémunéré, mais à la place, j'ai passé des années dans des boulots sous-payés. Le temps de leur rendre l'argent est révolu, maintenant, il est temps d'exiger ce qui est juste. C'est pour ça que mes parents étaient si nerveux, ils savaient qu'un procès potentiel pourrait valoir bien plus. Mais ils ont joué leur carte, et maintenant, mon avocat a joué la sienne. Il a estimé que la valeur du procès était de 130 000 $. Nous avons renvoyé cette offre en exigeant qu'il paie la totalité de la somme. Mais mes parents ont répondu que le montant était ridicule et qu'ils n'avaient pas les moyens de faire un paiement aussi important. Eh bien, peut-être qu'ils ne les ont pas maintenant, mais on verra ce qu'il se passe quand un juge leur ordonnera de le faire. Je sais que cela prendra du temps, beaucoup m'ont prévenu, mais j'ai attendu si longtemps, attendre encore quelques mois ou même quelques années ne me fait pas peur. Les seuls que ça blessera, ce sont mes parents. Ne vous attendez pas à ce que je revienne de sitôt, pas avant que tout ça soit réglé. Mise à jour 4. Contre toute attente, je suis de retour bien plus tôt que prévu. Je pensais qu'il me faudrait des années pour récupérer mon argent, mais ça n'a pris que quelques mois. Cela peut sembler long, mais pour une affaire judiciaire comme celle-là, c'est en réalité plutôt rapide. Nous ne sommes même pas allés jusqu'au procès, mes parents ont accepté un accord à l'amiable pour éviter de gaspiller encore plus d'argent en frais d'avocat. Ils ont accepté de payer la totalité des 130 000 $, et avec ça, l'affaire est close. J'ai dû attendre qu'ils vendent leur maison, mais une fois le chèque encaissé, ils m'ont transféré tout l'argent. Et il s'avère que ma mère avait raison sur un point, les rénovations de la maison étaient bien, pour moi, car c'est l'augmentation de valeur du bien qui leur a permis de me rembourser. Ils ne sont pas contents de moi et m'ont pratiquement banni de la famille, mais honnêtement, qui voudrait encore faire partie de cette famille? Maintenant, enfin, je vais pouvoir étudier correctement. Jusqu'à présent, j'étais inscrit dans un community college, mais désormais, je peux postuler pour être transféré dans une université privée. Ma sœur a dû rendre son SUV, puisque c'est avec cet argent que mes parents ont payé leur avocat au début de cette histoire. Mais quand les choses sont devenues critiques, ils ont compris qu'il était temps de trouver un accord. J'ai aussi dû couvrir des frais juridiques importants, donc je n'ai pas gardé l'intégralité des 130 000 $, mais c'est bien mieux que les 60 000 $ qu'ils m'avaient initialement proposés. Au départ, mes parents avaient tenté de négocier pour me verser seulement 60 000, mais avec les frais d'avocat, il ne m'aurait rien ou presque rien resté. Ils se sont plaints du coût de la procédure, ce à quoi j'ai simplement répondu qu'ils pouvaient postuler chez McDonald's s'ils avaient besoin d'argent. Ma sœur ne me parle plus non plus, mais c'était prévisible, sachant qu'elle a profité d'un argent qui m'était légitimement destiné. Et oui, elle savait parfaitement d'où venaient les fonds que mes parents ont dépensés pour elle. Le pire, c'est que mes grands-parents lui avaient également laissé un fonds, mais c'est le premier que mes parents ont dilapidé pour leur train de vie. Je suppose qu'elle pourrait les poursuivre en justice, mais c'est à elle de voir si un jour elle décide de raconter sa version ici. Encore faudrait-il qu'elle ait un compte, car elle ne m'a jamais dit avoir lu mon témoignage. Donc non, je ne ressens aucune culpabilité à l'idée qu'elle ait dû quitter son université hors de prix. Je ne sais pas où elle va étudier maintenant, et je m'en fiche. La seule chose qui compte pour moi, c'est revenir à mon plan d'origine, faire des études et construire ma propre vie.